Lire Jules Verne, c'est réaliser à chaque fois 3 voyages différents. Le premier voyage est géographique. Il n'y a pratiquement pas un peuple, pas un continent, pas une île, pas une région de l'espace du système solaire connue à l'époque de Jules Verne qui n'a pas été visitée par ses héros. Et les cartes géographiques sont omniprésentes dans l'œuvre de Jules Verne. Lire Jules Verne, c'est découvrir le monde. Certains points du globe fascinent tout particulièrement Jules Verne. Ce sont les pôles. Et dès l'écriture d'un nouveau roman, après 5 semaines en ballon, lorsqu'il écrit Voyages et aventures du capitaine Hatteras, le véritable roman fondateur de la série des voyages extraordinaires, Jules Verne nous entraîne dans une étonnante aventure au pôle Nord. Hatteras, placé à l'avant, fixait du regard ce point mystérieux vers lequel il se sentait attiré avec une insurmontable puissance, comme l'aiguille aimantée au pôle magnétique. Si quelque rivage se présentait, il voulait être le premier à le reconnaître. Cet honneur lui appartenait réellement. Mais à partir du moment où Jules Verne nous fait franchir la limite entre les mondes connus et inconnus, volontairement, Jules Verne nous décrit alors un lieu magique, un paysage extraordinaire pour la bonne raison qu'il s'agit d'un lieu sacré. Et que découvre Hatteras en arrivant au pôle Nord? Il découvre un volcan en éruption au milieu d'une mer intérieure. Lire Jules Verne, c'est en réalité faire un voyage dans les mondes connus et inconnus. Cependant, dans les circonstances actuelles, personne ne manifesta la joie qu'une semblable découverte devait produire. Chacun se renfermait en lui-même et se demandait ce que pouvait être cette terre du pôle. Les animaux semblaient la fuir. À l'heure du soir, les oiseaux, au lieu d'y chercher un refuge, s'envolaient dans le sud à tire d'aile. Était-elle donc si inhospitalière qu'une mouette ou un ptarmigan n'y pussent trouver asile? Les poissons eux-mêmes, les grands cétacés, fuyaient rapidement cette côte à travers les eaux transparentes. D'où venait ce sentiment de répulsion, sinon de terreur, commun à tous les êtres animés qui hantaient cette partie du globe? Lire Jules Verne, c'est également faire un voyage encyclopédique. C'est non seulement découvrir le monde, mais c'est tenter de comprendre le fonctionnement du monde. Le savant est omniprésent dans l'œuvre de Jules Verne. C'est rarement un savant fou. C'est parfois un savant qui n'est pas sympathique. Mais c'est toujours un savant qui a l'art et le plaisir de transmettre le savoir. Jules Verne nous parle merveilleusement bien de science et lire Jules Verne, c'est tenter de comprendre le fonctionnement du monde. Jules Verne commence à écrire ses romans en 1862. C'est l'âge d'or de la vulgarisation scientifique. C'est l'âge d'or du début des expositions universelles également. Et Pierre-Jules Hetzel lui propose une sorte de challenge. Il va vulgariser la science, mais à sa manière, dans une manière romanesque, avec des personnages où la science n'interviendra qu'à côté des personnages, comme un personnage comme les autres. Et à l'instigation d'Hetzel, il va vraiment vulgariser l'ensemble des sciences de son époque. Le roman Sans dessus-dessous est le roman probablement le plus scientifique de toute l'œuvre de Jules Verne. Très peu connu, écrit en 1888, c'est un roman à la fois très drôle et très grave, où les Américains ont le projet d'exploiter d'une manière intensive les richesses de houille et de charbon qu'ils supposent exister sous les glaces des pôles. Ils s'allient le concours d'artilleurs qui ont alors le projet de faire basculer l'axe de rotation de la Terre, de faire glisser le pôle d'une vingtaine de degrés vers le sud et de faire fondre ainsi les glaces. Mais le plus étonnant, c'est que tout ce que nous dit Jules Verne sur cette méthode de faire basculer l'axe de rotation de la Terre est rigoureusement exact, puisque pour écrire ce roman, Jules Verne s'allie le concours d'un ingénieur, d'un scientifique amiénois comme lui, Albert Badoureau. Albert Badoureau a composé un manuscrit d'environ 40 pages
comportant tous les calculs de mécanique céleste nécessités par Sanshutsu, mais comportant également des suggestions romanesques, parce que Albert Badoureau avait son idée sur le roman, un peu différente de celle de Jules Verne. La plupart du temps, Jules Verne n'a pas très bien accepté les suggestions romanesques, mais en revanche, il a tenu compte de la plupart des calculs. Ainsi donc, d'après le problème résolu par le calculateur du Gun Club, un nouvel axe de rotation allait être substitué à l'ancien axe sur lequel la Terre tourne depuis que le monde est monde, suivant l'adage vulgaire. En outre, ce nouvel axe de rotation serait perpendiculaire au plan de son orbite. Dans ces conditions, la situation climatérique de l'ancien pôle Nord serait exactement égale à la situation actuelle de Trondheim en Norvège au printemps. Sa cuirasse paléocristique fondrait donc naturellement sous les rayons du soleil. En même temps, les climats se distribueraient sur notre sphéroïde comme à la surface de Jupiter. Le livre commence sur une vente aux enchères. Dans cette vente aux enchères, les puissances européennes sont réunies physiquement, côte à côte, envieuses de l'Amérique, mais incapables de se réunir pour rassembler leurs richesses, pour faire pièce à la puissance financière américaine. L'auditoire était haletant. Personne ne songeait à interrompre l'orateur, pas même à l'applaudir. Tous étaient subjugués par cette idée à la fois si ingénieuse et si simple, modifier l'axe sur lequel se meut le sphéroïde terrestre. Quant aux délégués européens, ils étaient simplement abasourdis, aplatis, annihilés. Et ils restaient bouche close au dernier degré de l'ahurisme. On connaît évidemment très bien Jules Verne avec sa capacité d'inventivité scientifique. Mais dans Sanshutsu, on lui découvre la même capacité, la même créativité et en même temps la même sûreté de jugement dans le domaine de la science politique. Et moi, ça me fait immanquablement penser à ce qui vient de se passer en Irak. Prenez la ressource naturelle, le charbon à l'époque, le pétrole maintenant. La technique, ce sont les armes intelligentes, là où le Gun Club utilise le canon. Et le but idéaliste, aujourd'hui, c'est la démocratie imposée au Moyen-Orient. À l'époque, c'est le bien de l'humanité, puisque ce qui est bon pour l'Amérique ne peut être que bon que pour l'ensemble de l'humanité. Vous voyez, c'est tout de même très troublant. Alors, bien entendu, il nous est facile de faire ce genre de comparaison aujourd'hui, a posteriori, et Jules Verne n'a certainement pas pensé à la guerre en Irak. Peut-être pensait-il à la mission que se découvrait l'Amérique à la fin du XIXe siècle. Et cette mission qui était d'évangéliser en quelque sorte, d'introduire la démocratie, c'était en Amérique latine. Le troisième voyage est le voyage initiatique. Les héros de Jules Verne se retrouvent en effet, parfois malgré eux, entraînés dans des aventures extraordinaires qui vont les transformer moralement. Si nous sommes attentifs, en lisant ces romans, nous pouvons constater que l'idée du labyrinthe, de l'étouffement, de la quête du père sont des thèmes qui reviennent régulièrement dans l'œuvre de Jules Verne et qui correspondent à des rites initiatiques. Lire Jules Verne, c'est finalement faire un voyage à l'intérieur de soi-même. Et le roman L'île mystérieuse est une excellente démonstration de la transformation morale des héros de Jules Verne. L'île mystérieuse, c'est un roman extrêmement important dans l'œuvre de Jules Verne, puisque c'est le grand roman, la grande Robinsonade, qu'il a si longtemps rêvé d'écrire et qu'il a mis beaucoup d'années à écrire. Il a eu énormément de mal à trouver l'expression dont il avait besoin pour traduire cette passion qu'il avait pour les Robinson. Ces Robinson, avec leur seule ressource, la seule ressource de leur énergie, vont trouver le moyen de reconstruire la société et la civilisation. Ils la reconstruisent de manière très technique, ils apprennent à faire le feu, ils apprennent à se loger, ils apprennent à se vêtir, et puis ils la reconstruisent aussi dans leurs relations les uns avec les autres. Il y a le personnage d'Ayrton qui, grâce à ce roman, va connaître une rédemption.
et en quelque sorte une deuxième vie. Et puis dans l'île mystérieuse, on retrouve aussi un personnage très très important, mythique de l'œuvre de Jules Verne, c'est le fameux capitaine Nemo. Toute la deuxième partie du roman lui est consacrée, d'abord de manière tout à fait mystérieuse, puisque les naufragés s'aperçoivent qu'il y a certainement une présence sur l'île, ils recherchent, et ils vont trouver le capitaine Nemo tout seul au fond de son Nautilus, sans plus aucun membre d'équipage avec lui, et à la fin de sa vie. Ils vont en fait l'assister dans ses derniers moments et ils vont recueillir ses dernières paroles. On comprend bien que la chose est extrêmement importante pour Jules Verne et pour tous ses lecteurs passionnés, parce que quel était finalement le testament moral du capitaine Nemo et quel message allait-il délivrer au monde? Eh bien là, la fin de parcours est un peu inattendue, puisque Jules Verne souhaitait que le capitaine Nemo meure en prononçant un seul et dernier mot, indépendance. Or, son éditeur Hetzel en a décidé autrement, et finalement, pour tous les lecteurs du monde entier, aujourd'hui, le capitaine Nemo meurt en prononçant deux autres mots, assez différents de ce qui était prévu, Dieu et patrie. Après ces trois voyages, géographiques, encyclopédiques, initiatiques, nous allons maintenant découvrir que certains des romans de Jules Verne expriment plus que d'autres ses préoccupations familiales, personnelles, voire littéraires. C'est ce que nous révèlent deux ouvrages particulièrement maritimes et méconnus que sont Un capitaine de 15 ans et Le Sphinx des glaces.